Dames et messieurs, vous m'avez l'air déçus. Ce n'est pas faute de vous avoir prévenu. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai observé des datas qui nous promettent une saison palpitante. À minima, tout autant que les news de pré-saison. Pour vous présenter cette trouvaille, je serai rejoint sur le plateau par votre meilleur chroniqueur, toujours dur mais toujours objectif. Celui qu'on ne présente plus sur cette chaîne, j'ai nommé la voix qui se révèle. Pour ce premier épisode de notre émission, La Formule On en parle, Franck va me rejoindre sur le plateau tout de suite après le générique. Au fait, profitez pour vous abonner. Finger Pilote. Bonjour Franck. Alors, et la forme? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Alors, ce retour de Formule 1, qu'est-ce que tu en penses? Alors, déjà très excité à l'idée de revoir nos bolides préférés rouler. 3 mois, c'était très long. Je sais pas toi, mais moi je l'ai ressenti les 3 mois sans F1. Je me suis ennuyé comme pas possible. On a quand même eu un peu de Ligue des Champions, un peu de Cannes pour s'occuper, mais rien ne vaut la Formule 1 pour moi. En tout cas, je suis ravi d'entendre que j'ai pas été le seul à m'ennuyer ces 3 mois. Ces 3 longs mois. En tout cas, les amis, pour cette rencontre, nous avons décidé de la nommer la Formule 1, on en parle. Qu'est-ce que la Formule 1 en parle t'évoque, Franck? Ce sera le nouveau nom de notre émission. Chaque épisode, la Formule 1, on en parle. Qu'est-ce que ça t'évoque? Pour moi, la Formule 1, c'est It's Lights Out and Away We Go et l'hymne néerlandais à la fin. L'hymne néerlandais à la fin? Donc moi, je te parle de notre émission La Formule 1, on en parle et toi, tu l'assimiles à l'hymne néerlandais. C'est bien dommage que tu aies cette vision déjà de la compétition. Ça en dit long sur les débriefs qu'on va en faire. En tout cas, aujourd'hui, de quoi veux-tu parler? Alors, je pense qu'on va bien sûr débriefer dans un premier temps nos essais hivernaux qui viennent tout juste de se conclure. Et bien sûr, c'est pour là qu'on est là, c'est faire la preview de la saison 2024 parce que tous ceux qui nous suivent veulent savoir exactement ce qui va se passer et on est là pour leur donner la vérité absolue. Ok, les amis, vous avez compris, ici, c'est presque la Bible, c'est la vérité absolue. Merci Franck, merci Franck. Dans tous les cas, moi je reste un peu sur ma faim après ces 3 jours. J'ai l'impression que les équipes ont caché leur jeu et qu'on n'a pas vu vraiment la véritable force de tout le monde. Donc le premier graphe que nous avons réalisé nous montre quelque part si les gens ont sandbagué, est-ce qu'ils ont réellement fait les tests comme on l'attendait. Franck, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense que ce graphe sacralise la phrase bien connue des essais hivernaux. Il ne faut jamais rien conclure des essais hivernaux. Pour en quelques mots, ce graphe est censé montrer l'évolution des monoplaces entre les essais hivernaux 2023 et 2024. Si on le prend au pied de la lettre, la conclusion ce serait Williams a fait le meilleur boulot et Red Bull ont été les derniers de la classe. Évidemment. Je ne sais pas, ceux qui vivent dans des grottes peuvent peut-être le penser, mais nous qui avons vu cette RB20 designée par Adrien Newey et Pierre Vacher et leur équipe, c'est tout sauf un jouet, pour rester poli. Ah ben ça c'est clair, ça c'est clair. Tout le monde a été ébloui par la performance de Red Bull. Même s'ils ont sandbagué, il y a des choses qui ne mentent pas. L'impression de vitesse, l'impression de facilité. Et on le rappelait justement lors de la dernière vidéo, voir à quel point seraient confortables les pilotes dans les on-board, et ça n'a pas manqué. Max était vraiment confortable, la voiture était posée sur des rails, on aurait dit un train. Et surtout les sourires. Je n'ai jamais vu une équipe sourire le premier jour, la première demi-journée. Tout le clan Red Bull, c'était musique à fond, grand sourire. Emballé, pesé, et on va dominer une nouvelle fois la Formule 1. Ah ben ça c'est clair. Par contre, il y a un truc que ce graphe apprend, c'est que McLaren n'aurait pas pu faire pire que la saison dernière en tout cas. Difficile de faire pire quand même. Difficile. Donc il y a une petite amélioration. Ferrari a légèrement un peu plus poussé que l'année dernière. C'est la seule équipe à avoir fait moins de 90 secondes sur un tour. Ils ont claqué un chrono d'une 29 avec Sainz. Oui, deuxième jour. Ouais, tout à fait. Pas mal pour les Ferrari. Alpine, on en reparlera. Il y a des choses qui se sont améliorées par rapport à 2024, mais on va reparler. Mercedes, il y a eu des choses bien cachées là. Ça sent les sacs de sable, les sacs de ciment, le béton, tout ce que vous voulez dans le réservoir. En tout cas, on le disait lors de la dernière vidéo, il serait important de regarder le nombre de tours parcourus par chaque écurie. Donc, ceci reflète quelque part la fiabilité des motoristes. Et là, une chose assez surprenante,
bien loin de ce que l'on peut penser, As a fait le plus grand nombre de tours. Et pourtant, on les a pas beaucoup vus à la télé. Ni dans les chronos, ni à l'écran. Je pense que As va être... on en reviendra plus tard. Ce qui a surpris tout le monde, c'est Williams, bien sûr. Déjà parce que le moteur Mercedes est un des plus fiables de la grille depuis de nombreuses années. Et malgré tout, Williams n'a pas réussi à passer le cap symbolique des 300 tours. C'est-à-dire Williams n'a pas réussi en 8 heures de temps à faire 100 tours par jour. Et ça pose sérieusement problème. On sait que c'est une équipe qui a tout refait de zéro parce qu'ils voulaient quitter un peu ce hashtag de Williams, c'est la vitesse de pointe, et faire une voiture un peu plus malléable sur plusieurs circuits. Ils sont allés jusqu'à aller contre leurs motoristes en gardant l'ancienne suspension Mercedes qui était à tirant à l'arrière et qui est passée à poussoir. Et ils le payent un peu, je pense. Ils le payent vraiment et on va voir ce que ça donne. Mais c'est pas bon signe. Ça c'est clair. Red Bull n'a pas beaucoup amélioré par rapport à l'année dernière. On parle de 329 tours l'année dernière contre 391. C'est une petite amélioration, mais il n'y avait pas besoin de faire plus que ça. Il n'y avait pas Premier jour, ils ont posé la voiture roulait. Ils auraient pu rester au garage et puis regarder les autres rouler. Ferrari a quand même roulé. 416 tours, c'est 100 tours pratiquement de plus que l'année dernière. Donc Ferrari a roulé. Ils ont roulé. Je pense que eux aussi, avec Mercedes, ce sont les deux grosses écuries qui ont fait un changement profond par rapport à l'année dernière, voire même 2022, parce que Ferrari a complètement abandonné les baignoires. Mercedes a jeté une bonne fois pour toutes de zéro ponton. Et donc, c'est important de rassembler les datas. Mais globalement, je pense qu'une chose est sûre, c'est que les écuries, après 10 ans jour pour jour dans l'ère hybride, ont compris le bordel. Il n'y a plus personne qui a des problèmes de fiabilité chroniques pendant les essais hivernaux. Tout à fait. Et voilà. Alors, le graphe à côté, le nombre moyen de tours par motoriste est très important. Ça révèle quand même un sentiment, c'est que toutes les écuries motorisées par Mercedes, soit il y a un problème, et du coup elles n'ont pas beaucoup roulé, soit elles sont confiantes sur la capacité de leur moteur à délivrer des chevaux. Que ce soit Williams, McLaren ou encore Aston Martin. Moi, je peux attirer sur la deuxième option. Je pense que Mercedes n'a jamais déçu. Ça a toujours été un motoriste relativement sérieux vis-à-vis de ses clients, comme vis-à-vis d'eux-mêmes. Quand même, l'année dernière, pas un seul abandon mécanique pour l'écurie Mercedes. Ferrari, c'est eux qui m'impressionnent, c'est 412 tours, qu'on sait que ça a toujours été l'écurie qui était le plus sujet aux abandons. Red Bull fait du Red Bull, fiabilité l'année dernière, pas un seul abandon pour Max sur son mécanique. Et Renault, on sait ce qu'ils sont. Je ferai mon coup de gueule plus tard. Écoute, c'est la seule écurie dont le nombre de tours moyen est égal au nombre de tours de l'écurie. Donc, ça veut dire quelque part que même entre teams, ils n'ont pas confiance au moteur Renault pour l'adopter. Donc voilà. Du coup, ça nous lance très bien sur l'eye test. L'eye test, au final, c'est notre impression visuelle. Quand on a regardé les voitures rouler, il y a eu des coups de cœur, il y a eu des coups de bombe qu'on appelait dans la sauce pour ceux qui connaissent la ref. N'oubliez pas de nous le dire en commentaire. Les amis, également en commentaire, dites-nous ce que vous en pensez de notre nouveau nom. La formule, on en parle. Qu'est-ce que ça vous évoque, les amis? On veut vous entendre. Dans tous les cas, mon coup de cœur, évidemment, je ne prends pas trop de risques en disant Red Bull, c'est incroyable. Le travail est incroyable. On a l'impression qu'ils ont passé toute l'année dernière à développer presque un nouveau concept pour 2024. Que cette année, l'impression visuelle que nous avons de penser que que la monoplace de Max Verstappen peut être posée aujourd'hui sur la grille et ne plus être évoluée jusqu'à la fin et personne ne pourra le remplacer. C'est comme si on se dirait que Red Bull est déjà en train de travailler sur 2025, voire 2026. L'avance est telle qu'on a l'impression qu'on ne verra plus personne surperformer jusqu'au nouveau changement de règlement. En fait, ce qui m'impressionne sur Red Bull, c'est ils l'ont déjà fait en 2023, c'est leur capacité à arriver aux essais hivernaux, poser la voiture et la voiture elle répond directement. C'est quelque chose que je trouve absolument incroyable. Max est arrivé mercredi, il a roulé, il a fait 2-3 tours, il glissait un peu de partout, la voiture est retournée au garage. Quelques changements de setup avec Adrien Nouet qui s'est même baissé en dessous de la voiture pour tout vous vérifier. Max repart, il claque des chronos, il dégoûte la concurrence. JP, son ingénieur, sourit aux lèvres. Tout le monde dégoûté. Voilà, c'est du Red Bull, il n'y a rien à dire. Ils sont grandissimes favoris à leur propre succession.
Et bon, on essaiera d'apprécier, même si, voilà, un peu dégoûté. Mais écoute, moi j'ai l'impression que ton coup de cœur, il a l'air d'être plus lié à la livrée qu'à la voiture. Parce qu'en parlant tout à l'heure, on a l'impression qu'il y a beaucoup de sandbagging. Mais toi, a priori, de ton œil de lynx tel qu'on le connaît, tel que également nos fans qui nous suivent reconnaissent, Mercedes, qu'est-ce que tu en penses? Bah, déjà, pour ceux qui me connaissent, ils savent que Mercedes, c'est mon écurie de cœur, mais ça m'a jamais empêché d'être objectif vis-à-vis de Mercedes. J'ai fait plusieurs coups de gueule ici. Déjà, la livrée, je la trouve incroyable de jour, mais surtout de nuit. On a des photos magnifiques avec la Mercedes, avec les étincelles sous la voiture. Et franchement, cette livrée m'a conquis. Maintenant, on va revenir à Enzo Ferrari qui a une belle voiture, doit aller vite. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas vu une Mercedes aussi posée lorsqu'elle est conduite. Les pilotes sont dithyrambiques. Voilà, elle est facile à conduire maintenant. Facile, c'est une chose. Il faut maintenant qu'elle soit rapide. Et je pense qu'il y a eu énormément de sandbagging. En tout cas, les on-board étaient très propres. On va voir ce que ça donnera à la qualif, mais j'ai confiance à la capacité maintenant de Russell et Hamilton avec une voiture avec laquelle ils auront plus de confiance à la pousser un peu plus et un peu secouer les chronos. Par contre, dans la sauce Alpine. Ouais, je pense que je n'apprends rien pour ceux qui suivent un peu l'actualité de la Formule 1. Alpine est vraiment dans une sauce monumentale. Ce que je trouve absolument injustifiable pour une écurie qui met un demi-milliard d'euros chaque année en Formule 1. Alpine nous lance des projets de reconstruction sur reconstruction. Est-ce qu'on peut laisser les gens travailler chez Alpine au-delà d'un horizon de 2 ans? C'est ça la question aujourd'hui. Cyril Abitboul, il ramène Ricardo. Pour moi, il fait des résultats honnêtes de 2017 à 2020 avec des podiums qui reviennent. On le dégage. On met un remplaçant dont le nom ne me revient plus. C'était un Mike Yatowski qui ne fait qu'un an et après on installe Snafnoir. Snafnoir était en train de faire ce qu'il est en train de payer aujourd'hui chez Aston Martin, c'est-à-dire un recrutement intelligent où les têtes allaient venir développer Alpine. Oui. On ne le laisse pas travailler 18 mois. On chasse tout le monde avec Alan Perman, tout le monde dehors. On met maintenant Bruno Famin, qui était en fait un vice-président de la partie Motorsport, qui devient maintenant directeur d'écurie. Il a fait de très grandes choses, mais si lui, il vient avec son reset aussi de l'écurie, ça ne plaît pas peut-être au directeur, est-ce que lui aussi il va se faire dégager? Donc finalement, il n'y a pas de stabilité à la tête d'Alpine et ça se ressent sur la voiture qui n'arrive pas à casser ce plafond de verre que McLaren et Aston Martin ont réussi à faire avec des budgets moindres. Écoute, moi je crois que Alpine est en reconstruction comme tu es en train de le dire. Bruno Famin va mettre les choses en place. Pour moi, la monoplace d'aujourd'hui, c'est un peu la continuité de l'année dernière. J'aimerais croire que 2025 sera mieux pour Alpine. Mais quelque part, il y a déjà un mea culpa. Ils ne le disent pas frontalement, mais les visages parlent, les émotions parlent. Tout semble clair, tout semble limpide à la lecture des émotions. Cette voiture n'ira pas très loin. Elle risque de se battre à l'arrière avec mon coup de flop, la Haas. La Haas est l'écurie qui a fait le plus grand nombre de tours, mais au final, on ne les a pas vus. Tout à fait. Je pense que je ne prends pas trop de risques en disant que la Haas, même si au début de la saison, elle peut paraître rapide, on sait que le développement a rarement suivi. C'est une écurie qui va forcément descendre. Aujourd'hui, on se pose vraiment la question sur la place de Haas au niveau des 10 teams qui occupent la grille. Est-ce que Haas est là pour faire du marketing? Quelque part, on fait tous du marketing en Formule 1. Bien sûr. Mais est-ce que Haas est là pour faire du marketing? Est-ce que Haas a des ambitions de champion? À voir. En tout cas, ils ont chassé Gunther. Ils ont chassé Gunther, ils l'ont remplacé par Ayoko Matsu, qui Exactement. a un profil beaucoup plus ingénieur que team principal. Mais c'est pas lui qui occupe c'est pas son nom sur la livrée d'une certaine Williams. Williams, bien sûr. Bon, incroyable. Ça, c'est un coup du sort. Mais oui, c'est un investisseur ou pas? Non. Mais je suis d'accord avec toi. Haas va faire du Haas. Pour moi, l'avenir de cette écurie se trouve chez Andretti. C'est mon point de vue. Et je pense même que c'est pour ça que Gene Haas continue à investir. Il met le minimum pour faire tourner l'écurie.
Mais j'en peux plus. Après 6 ans ou 8 ans, ils sont là depuis 2016. 8 ans déjà. Oui. C'est à chaque fois la même courbe. Vous allez voir As en Q3 avec Hülkenberg, on ne sait comment. Oui. Puis ça va décliner en course. Et à partir de la mi-saison, vous n'allez plus voir As du tout à la télé. C'est la courbe habituelle. Les amis, c'était notre eye test. L'impression visuelle. Franck, il a une impression d'une Mercedes très puissante. Moi, j'ai une impression d'une Red Bull qui va arracher tout. Dans la sauce alpine, est-ce qu'ils vont réussir à se relever? C'est le challenge et c'est tout le bonheur que l'on souhaite, ou plutôt le malheur que l'on souhaite. Moi, As, j'espère les voir en 2026. Ça, c'est mon avis. J'espère avoir une voiture qui soit raisonnable en 2026. Peut-être le projet Andretti ou ailleurs. Pour cette deuxième partie, quelque chose d'important. Notre ordre hiérarchique, le classement. Comment est-ce que, au regard des tests, de notre impression visuelle, du sandbagging qui a été réalisé, du nombre de tours réalisés par les écuries, des on-board qu'on a pu voir, de l'expérience, parce que quelque part, on est un peu filou, on voit des choses qui se passent, des émotions de visage, les sourires, la crispation dans les visages, les énervements, on se dit, il y a quelque chose à tirer de là. On peut quelque part définir l'ordre hiérarchique des 10 teams à la fin de la saison. Dans tous les cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que Red Bull, pour nous, ne peut pas occuper la deuxième place. Par contre, là où il y a peut-être débat, c'est la deuxième place. Ouais. Pourquoi toi tu mettrais Mercedes au-dessus de Ferrari? Moi, je comprends pas. Tout porte à croire que Ferrari a une meilleure performance que Mercedes du point de vue des essais hivernaux. Ferrari a fait des longs runs extrêmement solides. Maintenant, certains vont me traiter de fanboy. Non, moi je pense que j'ai un peu revu un Mercedes pré-2022 où on ne s'occupe pas de montrer qu'on a une performance pure. On s'occupe vraiment de nous. Au contraire, c'est à partir de 2022 qu'on a vu Mercedes enchaîner des runs dans C4, C5, réservoir vide, pour essayer de savoir s'il y a un équilibre, que moi je me suis beaucoup plus inquiété. Donc là, moi j'ai revu une écurie sereine avec des pilotes qui disent, voilà, la performance, la drive, j'ai failli faire un anglicisme. La conduite, la tenue de route est là, maintenant il faut juste apporter de l'appui. J'ai l'impression qu'enfin Mercedes est une étoile polaire pour voir où est-ce qu'ils vont aller en termes de développement. Mais ce sera extrêmement serré entre Mercedes et Ferrari. Aston Martin et McLaren, j'espère aussi qu'ils seront au rendez-vous pour avoir avec Perez cette petite lutte pour les places P2 à P10. Et après, je vais te lancer dessus, mais la Visa Cash RB, ça peut être l'histoire de la saison. Pour moi, c'est l'histoire de la saison. Il est clair qu'ils ne vont pas challenger Oscar Piastri et Norris dans une McLaren qui semblait déjà réglée sur des rails l'année dernière. Mais moi, personnellement, je pense que Visa Cash fera mieux qu'Aston Martin. Wow. Quand on sait qu'une écurie a un seul pilote et que Visa Cash tient un Ricciardo qui est survitaminé, plein de motivation, on a un Tsunoda qui revient encore on a la quantième année de Tsunoda, la quatrième ou la cinquième? La quatrième année. La quatrième année de Tsunoda. Ouais. Donc quelque part, il faut qu'il prouve là. On a une liaison, un rapprochement entre Visa Cash et Red Bull qui s'est fait. Donc pour moi, ce n'est plus tout simplement une écurie de lifestyle, si je peux l'appeler ainsi. Oui. On est venu sur la compétition automobile. Ouais. Visa Cash est né pour briller. Les sponsors n'en sont pas venus mettre Visa dessus juste pour des beaux yeux. Voilà, il y a du Hugo Boss, il y a Visa. Ah mais ça joue gros et c'est pas très pour gros. jouer derrière. Ouais. C'est pas pour rouler avec Williams. Tout à Donc fait. moi, je vois une écurie qui va clairement dominer les débats. Ouais. Donc voilà, moi j'ai beaucoup d'espoir sur Visa Cash. Surtout que les deux pilotes ont intérêt à performer comme tu as dit, parce que Perez n'est plus que jamais sur le siège éjectable. Je pense qu'il apprend cela à personne. Comme tu as dit, Ricciardo n'est pas non plus là pour piloter dans une écurie B. Ouais. Tsunoda, ça fait longtemps qu'il est là, et tu as Lawson à qui on a promis un baquet en 2025. Plus Isaac Hadjar qui va essayer de performer en c'est F2 clair. pour Ça, c'est avoir clair. aussi ce baquet. Ouais. Donc il est possible que dès l'année prochaine, aucun des deux pilotes n'y ait la place pour eux. Donc soit tu seras chez Red Bull, soit il faudra te vendre ailleurs. Oui, vas-y. Là où je vois que nos amis français qui nous suivent, qui sont nombreux à nous suivre, commencent à se grincer des dents, c'est qu'on n'a pas Alpine dans le top 6. Alpine était 4e constructeur en 2022, 6e en 2023. Moi, je les mets 8e en 2024 et toi, tu les mets 7e. C'est dur, là.
Non, honnêtement, l'impression visuelle, elle est claire, elle est nette. Les performances même peuvent être totalement déduites. Alpine, elle n'est pas là pour aller jouer la 4e place. À l'heure actuelle, je ne la vois pas jouer la 4e place. J'ai très peur pour Alpine, honnêtement. J'adore cette écurie. Esteban Ocon, très bon pilote du giron Mercedes, qui, moi, je trouve qu'il a une chance à jouer pour aller décrocher le baquet de Lewis Hamilton en 2025. Les amis, on en fera une vidéo particulière pour celle-là. Tout à fait. Par contre, Esteban Ocon ne peut pas briller dans une Alpine. C'est juste pas possible. Il faudrait clairement qu'ils se prennent les choses en main. Quand on compare par rapport à McLaren, honnêtement, c'est mon sentiment. Hein. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense pas qu'Alpine soit une écurie capable de faire le bon qu'a fait McLaren. L'année dernière, McLaren, pendant les 5-6 premiers Grands Prix, était la dernière écurie. Ouais. Derrière As, on l'alignait. Oui. Et tout d'un coup, ils ont pop. Après Silverstone, c'est devenu incroyable. Ouais. C'était l'écurie du moment. Ils ont fini 4e. Est-ce que Alpine est capable de faire cela? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y a des rumeurs qui courent que les ingénieurs sont en train de quitter Alpine. Ils quittent le bateau va mal, il est en train de couler. Et les ingénieurs ne veulent pas couler avec le bateau. Bah oui. Ils sont là pour créer des fusées, pas pour colmater les trous d'un bateau. Ouais. Mais s'il y avait vraiment une année pour les pilotes où tu veux pas que ton écurie se rate, c'est cette année. Parce que comme tu as dit, il y a de très 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 gros baquets en jeu. 2 baquets de top team minimum. Minimum 2 baquets, dont un baquet Mercedes. Et là, tu te retrouves à ne pas avoir la chance de faire des coups d'éclat pour te mettre en avant. ça va être très dur pour Ocon et Gasly mentalement. C'est clair. Très très dur. Par contre, je pense qu'à la fin, les 2 derniers, on est plus ou moins sûr que Steak, c'est pas un changement de nom qui fera briller une écurie. Elle a beau rouler en vert fluo, c'est pas ça qui fera rouler plus vite. Donc chacun ses choix. Moi je les vois plus vers 2026. Je crois qu'ils ont une chance avec l'entrée d'Audi qui potentiellement peut chambouler les choses à l'arrière du peloton. Ça pourrait se battre avec des Williams, mais voilà. Je suis quand même, avant de partir, je suis surpris. Je suis surpris quelque part. Je suis surpris que tu m'alignes Williams au-dessus d'Alpine quand même. C'est... Parce que je crois au projet Williams, tout simplement. Je crois en James Wowles. Je pense que comme quand Horner arrivait avec Red Bull et plus tard est redevenu un des plus grands teams principaux de l'histoire, je pense que James Wowles peut avoir une trajectoire extrêmement impressionnante. Et pour moi, il sait là où il va mener son écurie. Il a un pilote très bon en Albon. Il a son expertise de top team avec Mercedes. James Wowles, il sait le projet là où il veut aller. Et moi, j'ai juste besoin de ça. Une écurie qui travaille bien avec une personne carrée à la tête. Pour moi, c'est une écurie à qui je ne veux pas donner de limites. Donc, Williams va continuer sa progression. Ils ont commencé 9e ou 10e en 2022. Ouais. 7e en 2023. Je les remets encore 7e en 2024 parce qu'il y a quand même un très gros gap à aller chercher entre les visas cash qui vont avoir la technologie Red Bull et les 5 d'en haut qui, pour moi, sont intouchables pour toute écurie de l'autre côté. Je crois que Williams va se rapprocher. Ça va prendre du temps. Ils ont changé toute la voiture. Ils veulent désormais être très forts en virage, comme on a dit au début. Donc, donnons-leur du temps, mais je pense que Williams peut être une histoire de la 2e partie de saison. Ok. Écoute, maintenant que tout est dit, il est temps de lancer nos paris. C'est l'heure des paris. Ouais, on se fait un petit ping-pong. Okay. Écoute, vas-y. Bon, je pense, déjà, désolé à vous si vous pensiez que vous allez retrouver 2 fous qui allaient vous donner des champions constructeurs et pilotes différents. Mais nous sommes des personnes de chiffres, nous sommes des personnes factuelles. Les gars, si vous n'aimez pas l'hymne néerlandais, si vous n'aimez pas Max Verstappen, il est temps de lâcher la saison. On est d'accord. Champion constructeur, Red Bull. Unanimité. Tu veux même pas parier un peu, non? Non, on prend pas le risque. Non, je prends pas le risque. On n'est pas des fous. On a vu la voiture, on a vu les sourires, on a vu Marco qui commence à faire des coups de gueule dans tous les médias, la confiance au maximum. Oui, d'accord. Max Verstappen prend son 4e titre pilote d'affilée et rejoint Alain Prost à Tachi, Sébastien Vettel aussi. Exactement. Ouais. Sinon, si on parlait des champions F1.5, sachant qu'on y inclut évidemment Pérez. Ouais. Pérez fait partie du championnat F1.5. Bah oui.
Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, la F1.5, c'est la F1 sans Max Verstappen. Moi, je pense que ce sera Charles Leclerc parce que Charles Leclerc a besoin d'être le champion du monde de F1.5. Donc toi, tu penses que les besoins suffisent? Il suffit d'avoir besoin pour devenir champion. Parce que... Même Bottas a besoin. Attends. Est-ce que tu peux me rappeler quel loup arrive dans la tanière Ferrari l'année prochaine? Est-ce que tu peux me rappeler qui est le... Il n'y a pas de rappel dessus. Hamilton sera là, oui. Il sera là. Charles Leclerc, là, va avoir un Carlos Sainz en partance. Tout Ferrari sera tourné vers Leclerc. Leclerc a besoin de montrer à Ferrari, pour la première fois de sa carrière chez Ferrari, qu'il peut aligner une saison bout à bout avec une très bonne voiture et qu'il n'y ait pas un seul débat sur qui est le pilote numéro 1 de Ferrari. Il n'y a pas une seule année où Leclerc m'a semblé être le numéro 1 de Ferrari. Alors que Sainz pouvait disparaître 10 GP d'affilée, réapparaître quelques temps et après redisparaître. Donc, Leclerc doit me montrer qu'il peut mettre une saison bout à bout. Ton argument se tient. Ton argument se tient dans un monde où on oublie que Lewis Hamilton est en train de jouer sa dernière avec Mercedes. C'est une dernière danse, c'est une dernière valse. Il a besoin de gagner. Il a besoin de montrer à l'écurie que je vais partir et vous allez me regretter. Ah mais oui, c'est comme ça qu'on finit en beauté. C'est comme ça. Je pars et vous allez me regretter. Donc pour moi, cette saison, ça va être une saison magnifique pour Lewis Hamilton. Donc pour moi, c'est mon champion F1.5. Donc, Leclerc, honnêtement, c'est une belle histoire. Je te rappelle qu'année dernière, j'ai crié partout, Charles Perceval, machin, sera le champion du monde, machin. C'est l'heure est venue pour lui. Cette année, c'est toujours pas l'heure. Donc, c'est Lewis Hamilton pour moi. Ok. Déception. Bon, si on n'avait pas déjà compris quelle est notre déception après 25 minutes de vidéo, c'est qu'il y a un problème. C'est ça? C'est Alpine. Ok. C'est Alpine. As ne peut pas être une déception. Quand on sait qu'elle va forcément décevoir. Voilà, exactement. Ok, évidemment. Exactement. Donc, moi, ma surprise de l'année, ce sera Oscar Piastri parce que je pense qu'on va se retrouver tous là et on va se dire, ok, Piastri, c'est Championship Material. Je pense qu'il va éclipser Lando Norris ou bien donner à McLaren la réflexion de vers qui je dois orienter en fait tout mon projet. Je pense que Piastri a montré qu'il a la vitesse pure. Cette année, il va même montrer qu'il a la gestion de course, la vista. Il a un sang-froid, mais pour moi, il a le sang-froid du champion. C'est quelqu'un, il a gagné une course sprint. Il a dit, attendez, c'est pas la vraie course. Je suis encore nul en rythme de course, donc ne vous excitez pas. Et ça, de la part d'un rookie, je ne peux pas me tromper en disant que c'est un futur crack. Ok, écoute, moi, par rapport à cette question, la surprise de l'année, toi, tu l'as prise côté pilote, moi, je l'ai prise côté écurie. Et ma surprise, c'est Visa Cash. Red Bull Racing, ou Red Bulls, ou appelez-les comme vous voulez, Visa Cash. Moi, je crois que c'est Racing Bulls. Ils vont faire mal. L'alliance avec Red Bull, ce rapprochement, ça va faire mal à tout le monde sur la grille. Et ça va faire parler. Donc moi, c'est ma surprise de l'année, la Racing Bulls. Attendez-vous à voir des joutes juridiques à la FIA avec toutes les sécurités qui descendent de voir la FIA comme en 2020 avec Racing Point. Tout à fait. Pour avoir la peau de Visa Cash. Et enfin, on termine par un pari qui franchement ne nous amuse pas parce qu'on veut du challenge, mais combien de victoires non Red Bull? Moi, j'en dis 5. Moi, j'en dis 2. J'en dis 5, je vois 2 victoires chez Mercedes en espérant au moins une pour Hamilton pour finir en beauté. Tout à fait. Je vois 2 victoires côté Ferrari parce que Carlos Sainz, il va toujours réussir à en avoir une. Et je pense que Leclerc ne va pas enchaîner une deuxième saison sans victoire. Et une dernière, allez, pour les fans espagnols, Alonso, mission 33, je vous la donne. Ah bah tu es très généreux. Je suis magnanime aujourd'hui. Tu es très généreux. Honnêtement, mes 2 victoires, une Charles, une Lewis Hamilton. J'ai une impression de déjà vu cette saison. Red Bull va écraser la concurrence. Peut-être un malentendu, peut-être pas une casse, mais un malentendu au niveau des stands. J'ose espérer qu'il existe encore des hommes faibles. J'espère. Et que toute la machine Red Bull va peut-être ne pas tous s'emboîter comme il faut. Ouais. Et on aura une victoire Charles et une victoire Lewis Hamilton. En tout cas, je ne sais pas toi, mais moi je suis quand même plus optimiste pour la concurrence cette année. Parce que vraiment l'année dernière, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'était du jamais vu en F1, mais tous les top teams n'ont pas réussi à produire une voiture saine. Ouais. Red Bull ressemblait, déjà ils étaient l'écurie la plus forte, mais en plus ils donnaient l'impression d'avoir la seule Formule 1 qui
à peu près répondait aux inputs des pilotes. Là, j'ai regardé les on-board. Ferrari, ça glisse. Mercedes, ça glisse. Aston, c'était parfait avec Alonso à bord. Et McLaren, ils ont prévu des progrès. Andrea Stella dit qu'il y a des choses dans le pipeline qui arrivent. Donc, je pense que Red Bull ne va pas autant écrasant. Ça sera plus une saison 2020 à la Mercedes où quelques victoires vont leur échapper, je pense. Franchement, j'espère que tu as raison. J'espère que ton optimisme sera réalité. Ouais. Les amis, on ne va pas s'étendre plus longtemps. On va commencer à mettre le cap sur Bahreïn. Bahreïn s'annonce être le premier Grand Prix de la saison, comme depuis déjà quelques années. Tout à fait. Les émotions sont vivantes. Ces essais nous ont un peu ramougris, mais on pense quand même qu'il y a quelque chose qu'on peut aller chercher à Bahreïn. Il y aura de la vista. Ils en auront envie. Ils ont sandbagué et là on va tout découvrir. Cette impression de découverte, moi je pense que je pose mes congés de jeudi à vendredi, comme ça je serai demain à la télé. Et je veux vivre la Formule 1, je veux vivre la Formule 1, je veux vivre le sport. Bahreïn, on dit que les contraintes, c'est généralement une piste abrasive. Quoi d'autre? Une piste abrasive parce qu'avec le sable du désert, ça fait un peu comme du papier ponce sur le pneu. Tu as 3 zones DRS avec 4 grosses lignes droites, donc tu as intérêt à avoir de la vitesse de pointe à Bahreïn. C'est clair. Il en faut. Ta tenue pneumatique en raison du côté abrasif doit être spot on, c'est-à-dire ce sera 2 arrêts, mais ce sera celui qui sera capable d'emmener les pneus le plus frais possible tout au long du relais. Et enfin, il faut être très très fort en traction parce qu'après 10 tours de relais, je peux vous assurer que les pneus arrière, ils en peuvent plus. Ils ont besoin d'oxygène. Il y a quelqu'un qui nous a montré que la traction c'était son fort l'année dernière et c'était, je sais pas si tu te rappelles, Fernando Alonso. Il avait une traction de malade. Son dépassement sur le Hamilton. Oh, mais pas. Elle était bonne cette voiture. Elle était bonne. Elle était bien née. Le développement n'a pas suivi. C'est ça. Il n'y avait plus Adrian Newey. Écoute les amis, suivez-nous sur notre réseau Twitter. On va en parler justement du Grand Prix de Bahreïn. On va vous donner notre pensée, ce qu'on en pense des premières victoires, du premier podium, etc. au cours de la semaine. Prochain épisode. La Formule 1, on en parle. On aura une surprise. Vous savez ce qu'on dit des années bissextiles? Qui dit bissextile dit surprise. Est-ce que tu savais ça? Je savais juste que c'était les Jeux Olympiques dans les années bissextiles, mais tu m'apprends des choses. Écoute, aujourd'hui j'apprends des choses. On est d'humeur à partager. Ok. Notez dans votre calendrier qui dit bissextile dit finger pilot offre des surprises. Donc, prochain épisode, surprise les amis. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode. Franck, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. J'ai même pas envie de lâcher le micro parce que tu as tellement de belles choses à nous dire. J'en apprends également beaucoup à ton contact. Et tout au long de la saison, on va partager ce micro, on va partager la scène. La Formule 1, on va en parler. Merci beaucoup Franck. Merci à toi, toujours aussi un plaisir. On se retrouve pour débriefer sûrement les 2-3 premières victoires de Max Verstappen avec, on espère, moins de 32 secondes d'avance. On espère. Ce serait déjà une belle évolution par rapport à l'année dernière. Les amis, portez-vous bien. Rendez-vous après le premier virage. Merci Julien Ferraud. Ciao!